Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon de l'Agriculture à Paris dans le cadre d'un débat dont la question est: la guerre des données agricoles a-t-elle commencé? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Gaspard Koenig. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du think tank Génération Libre, vous avez 35 ans, vous avez eu un parcours très riche dans ces quelques années. Et pourquoi vous êtes là? Parce que vous avez publié un rapport qui s'appelle « Mes data à moi ». On aura l'occasion d'en reparler. Juste à côté, Jérémy Wessel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de The Green Data. C'est quoi The Green Data? The Green Data, c'est une société qui est spécialisée dans le traitement de données pour le secteur agri-agro. Bon, très bien. Et juste à ma gauche, Henri Biespéré, bonjour. Bonjour. Vice-président de la FNSEA, éleveur laitier dans les Pyrénées-Atlantiques. Et si vous êtes là, pourquoi? Parce que la FNSEA publie cette semaine une charte des données pour les agriculteurs. Dites-nous les axes principaux. Les axes principaux, c'est de faire en sorte que l'agriculteur soit bien informé par la personne qui collecte ces données, de ce qu'elle va en faire, où est-ce qu'elle va les stocker, et bien la garantie, le jour où il veut les récupérer, qu'elles seront à sa disposition pour éventuellement les mettre à disposition d'un autre opérateur pour avoir un certain nombre de services. Alors, quelque part, est-ce que vous n'avez pas fait la même chose que les Américains ont fait 4 ans auparavant, avec une charte effectivement de données un peu initiée par, c'est pas l'équivalent de la FNSEA, mais un groupement américain? Tout à fait, par le Farm Bureau aux États-Unis, qui est le principal syndicat agricole aux États-Unis, comme la FNSEA est le principal syndicat agricole en France. On a effectivement suivi le même chemin, constaté que beaucoup d'opérateurs s'intéressaient aux données que pouvait produire l'agriculteur et que l'agriculteur avait besoin d'être informé, d'être protégé pour que ces données ne lui soient pas ensuite revendues ou que des services issus de ses propres données ne lui soient pas ensuite revendus, facturés fort cher, voire confisquer ces données pour ne plus lui en donner la disponibilité. Concrètement, comment cela va-t-il se matérialiser si j'ai signé ou pas, si je suis une entreprise, votre charte? Concrètement, on va informer l'ensemble des opérateurs sur le territoire français de notre démarche, leur demander de nous fournir leurs conditions générales de vente, les faire examiner par un cabinet conseil qu'on est en train de recruter et en quelque sorte labelliser ces conditions générales de vente, avertir l'agriculteur que si ce label AgriData est apposé sur ce contrat, eh bien, on a bien vérifié que l'agriculteur aura les libertés que je citais tout à l'heure. Si je suis une grande entreprise du machinisme agricole de couleur jaune et vert, je suis américain, je refuse de signer ici en France votre charte. Vous ne pouvez pas m'empêcher de collecter les données. On ne pourra pas empêcher les producteurs américains de venir vendre leurs outils en France. On avertira l'agriculteur que le contrat qu'il va signer avec cet opérateur ne lui apporte pas toutes les garanties de confidentialité, de transparence et de liberté qu'on souhaite, nous, pour les agriculteurs français. Après, libre à lui, en connaissance de cause, de signer ou pas avec cet opérateur. Pourquoi avoir créé une charte alors que les organismes agricoles, depuis des années, collectent, aspirent des données? Est-ce que vous allez leur demander aussi de signer votre charte? Je pense au contrôle laitier, par exemple. Un certain nombre d'opérateurs nous ont déjà contactés, nous ont dit que c'était une très bonne démarche. Eux-mêmes sont collecteurs de données, mais eux-mêmes, quelquefois, butent sur le fait que l'agriculteur, par exemple, qui a signé avec un constructeur de robots de traite, puisqu'on citait l'élevage, eh bien, ce constructeur refuse de mettre à la disposition d'un autre opérateur ces données-là. Eh bien, si ce distributeur signe notre charte, l'agriculteur sera en droit de lui demander de récupérer ces données pour les mettre à disposition de notre opérateur. Gaspard Koenig, quel regard vous portez sur cette démarche du monde agricole? C'est très bien, mais il me semble que ça va d'ailleurs à peu près dans la même voie que le règlement général de protection des données en Europe. C'est-à-dire, en fait, c'est une sorte de validation par le secteur privé de la démarche qui est engagée par les autorités de régulation. Plus près du micro. Qui est engagée par les autorités de régulation en Europe et en France pour permettre aux gens d'avoir plus d'informations sur la manière dont leurs données sont utilisées, de pouvoir ensuite contrôler et suivre leur destin, éventuellement d'ailleurs en les récupérant, hein, c'est ce que vous avez dit, ça s'appelle la portabilité. Donc il me semble que ce label-là, il va confirmer aux entreprises qu'elles sont aussi compatibles avec le RGPD. Mais donc quand on a publié nous ce rapport, c'est qu'on pense qu'il faut, tout ça c'est très bien, mais qu'il y a une étape supplémentaire à franchir dans les prochaines années, qui est celle de la patrimonialité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit on a nos données, on doit en disposer. Très bien. Nous, on dit on doit aller un peu plus loin. Nos données, on doit en être propriétaire. Or, aujourd'hui, on n'est pas propriétaire de ces données. Ça veut dire quoi? Non, on les cède, mais il n'y a pas de droit de propriété, ni dans le droit européen, ni dans le droit américain, sur les données personnelles.
Alors, du coup, je vais sortir un peu du domaine agricole pour l'expliquer, et puis après, je retourne au domaine agricole pour voir les conséquences que ça pourrait avoir. Aujourd'hui, quand vous vous inscrivez sur une plateforme telle que Facebook, vous avez des services gratuits. Vous cliquez des Terms and Conditions, des conditions générales d'utilisation, qui font que vous vous dépossédez d'une grande partie de vos données. Et que fait ensuite cette plateforme? Elle revend vos données, soit directement, soit indirectement, essentiellement à des grands groupes de publicité, mais ça peut être tout à fait, ça peut être des entreprises beaucoup plus classiques. Et elle fait son profit, dans le cas de Facebook, quasiment exclusivement sur cette mise à disposition, cette revente des données. Ce qui fait que Facebook génère 4 milliards de profits par trimestre grâce au contenu de ses utilisateurs, pas grâce au service qu'il rend aux utilisateurs. Et nous, ce qu'on dit, c'est si vous aviez un droit de propriété privée sur les données, vous remettez le producteur primaire de données, c'est-à-dire vous et moi, dans la chaîne de valeur de l'économie numérique, en disant, mais sur cet argent, il y en a une partie qui lui revient, parce que c'est lui qui a produit le contenu. Et donc, pour aller vite, on pourrait dire, Facebook doit me payer, parce que je peux mesurer le prix du service qu'il me rend contre le prix des données que je lui donne et que lui ensuite commercialise, déjà, c'est un fait. Et donc, une partie de cet argent doit revenir au producteur primaire. On peut imaginer que les producteurs s'associent en syndicat ou en société de gestion de droits communes qui lui permettent de négocier avec les grands opérateurs. Parce que le droit de propriété, donc, et les autorités de régulation nous disent, avec le GRDPD et ce genre de choses, nous disent, oui, mais vous avez vos données, vous pouvez en disposer comme vous le voulez. Mais nous disons, mais pour posséder ces données, il y a quelque chose qui est merveilleux, qui a été inventé, c'est le droit de propriété. Et le droit de propriété, à chaque révolution technologique, il est étendu. Il a été étendu à la terre, il a été étendu au cadastre, il a été étendu pendant la Révolution française au droit d'auteur, c'était Beaumarchais, il a été étendu ensuite aux brevets, aux idées, et je pense que maintenant il devrait être étendu aux données que l'on produit. Et ce droit de propriété, il permet classiquement usus, fructus, abusus. L'usus, je peux utiliser mes données comme je veux, abusus, je peux aussi les détruire. Je peux faire des procès à ceux qui les utilisent mal. J'ai le droit de contractualiser l'usage que je veux en faire. C'est-à-dire je peux signer par contrat que moi, mes données, je ne veux pas qu'on les utilise, mais du coup, c'est moi qui paye. Par exemple, je veux utiliser Facebook sans que mes données soient utilisées, sans être targetées, reciblées par la pub, mais à ce moment-là, c'est moi qui paye. Mais c'est aussi le fructus, c'est-à-dire la possibilité de les monétiser et la possibilité donc d'avoir un revenu à travers ces données. Et là, où je pense que ça peut s'appliquer au cas agricole, c'est que, ce que vous disiez, aujourd'hui, un certain nombre de données agricoles, notamment des données qu'il y a dans les machines, sont immédiatement transmises au constructeur et ensuite commercialisées d'une manière ou d'une autre. Et le producteur premier de données, lui, n'a rien touché dans la chaîne. Et je pense qu'il y a 3 choses qui devraient rendre les agriculteurs sensibles à cette proposition. La première, c'est qu'on nous dit souvent, oui, mais dans ton système, finalement, il faut rémunérer les gens pour les données qu'ils produisent, mais ces données sont une valeur complètement infinitésimale. Or, s'il y a bien quelqu'un qui comprend que pour que la tonne de blé ait un prix, il faut que le grain de blé ait un prix, aussi petit soit-il, ce sont les agriculteurs. Et moi, mon grand-père dirigeait une coopérative agricole en Normandie, donc il me montrait les silos qui contiennent des millions de grains de blé. Mais je veux dire, on peut revenir au prix initial du grain de blé. Et donc, c'est un peu ça qu'on dit, il faut revenir au prix initial de la donnée. Deuxièmement, s'il y a des gens qui sont aussi très concernés par le droit de propriété, le droit de propriété, c'est quelque chose qui est maintenant idéologiquement compliqué à défendre en France, pour toutes sortes de raisons. Bon, mais les agriculteurs, eux, ils connaissent bien les histoires de cadastre. Et le cadastre, ça a été une grande conquête au XVIIe, au XVIIIe siècle. Sans cadastre, vous n'avez pas d'économie, vous n'avez pas de production. Et sans droit de propriété, vous restez finalement le serf sur votre terre. Quand vous avez le droit de propriété, c'est vous à qui les produits de la terre reviennent. Et en ce sens, je trouve que le produit de la donnée est très comparable au produit de la terre. Et enfin, s'agissant concrètement des utilisations qui peuvent être faites des données, on voit bien qu'aujourd'hui, enfin je comprends de ce qui est dit, qu'aujourd'hui il y a, comme dans les autres domaines, une aspiration de la data contre des services, contre plus ou moins de services rendus aux agriculteurs. Et je vous encourage à reprendre, à réclamer possession de ces données, éventuellement rémunération contre ces données, parce que c'est non seulement une question économique, mais c'est aussi une question culturelle, parce que quand vos données sont aspirées, ensuite vous êtes pris dans toutes sortes de boucles où on vous propose des produits, on vous dit de faire ceci, cela, et où finalement vous êtes aussi dépossédé non seulement de la valeur que vous produisez, mais quelque part de votre libre arbitre ou de votre pouvoir de décider. Parce que comme vous avez donné vos données, on vous dit il faut acheter tel produit, il faut acheter tel désherbant, il faut acheter telle nouvelle machine, et finalement vous n'avez pas la possibilité de sortir de ce sillon-là. Et donc voilà. Jérémy, c'est intéressant d'entendre votre réaction. Mais bien sûr. Jérémy, il va beaucoup plus loin de ce qui est la moyenne donc acceptée souvent. Déjà, l'idée de faire une charte d'utilisation, ça semblait
ambitieux. Donc là, carrément, on peut avoir une amende si on vole les données à quelqu'un d'autre demain. C'est logique. Bah, le droit de propriété, le droit qui permet de se défendre, il permet aussi de se défendre vis-à-vis de l'État. Je le dis parce qu'aujourd'hui, si la patrimonialité est par exemple exclue par le Conseil d'État, c'est parce qu'ils disent que ça compliquerait le travail de la police et du fisc pour agréger les données des citoyens. J'ai lu qu'il y avait une initiative publique qui s'appelle sur la collecte des données agricoles, qui s'appelle comment déjà ARC, Ah oui, le portail API Agro. Voilà, le portail, etc. Et ça, c'est quelque chose, justement, donc spontanément, je me méfierais. Je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à l'État pour rassembler toutes les données, nous déposséder de toutes ces données, puis après nous dire qu'on va pouvoir les réutiliser de telle ou telle manière? Est-ce que le droit de propriété ne nous permet pas justement de nous protéger contre les acteurs privés, mais aussi contre les acteurs publics? C'est une initiative privée, en fait. Tout à fait. Oui, API Agro, c'est voilà, plutôt les opérateurs agricoles qui ont constitué une coopérative, on va dire, dans lesquelles chacun reste propriétaire à sa donnée, la met à disposition des autres. Et donc l'ensemble des membres peuvent disposer de l'ensemble des données pour produire des outils. Mais je pense que le problème reste le même, hein, au final. Mais il y a bien un problème de rémunération aussi. C'est-à-dire à un moment donné, s'il y a une utilisation de ces données, ou une revente de ces données, ou une commercialisation de ces données, ou un profit qui est généré à partir de ces... Si vous dites que c'est une coopérative, c'est vrai que c'est très différent. Et là, non, mais je pense que c'est le même... ça ne résout pas du tout le problème mais et ça pose la question de la propriété. Met... Jérémy, on va vous donner la parole. Faites la synthèse. Merci. Non, mais donc c'est des sujets intéressants. Votre point de vue? Alors, mon point de vue, c'est qu'il y a quand même un grand absent de toute cette discussion autour du statut de la donnée, c'est le sujet de la valeur. Donc effectivement, tout le monde se tourne autour. On dit il faut une propriété de la donnée, c'est ça qui est important. On dit il faut une charte éthique, etc. Mais en fait, finalement, il y a un sujet de la valorisation de la donnée. Et il est très difficile de discuter de la propriété de la donnée ou du statut de la donnée si on n'a pas une approche autour de la valeur de la donnée. Pourquoi? Parce que moi, je lâche plein de données, par exemple, dans ce salon ici. Hein. Je vais donner, je ne sais pas moi, j'ai discuté avec quelqu'un tout à l'heure, c'est une donnée. Je suis allé dans un stand, c'est une donnée. Je parle aujourd'hui au micro, c'est une donnée. Je joue du piano, c'est une donnée. Bon. Est-ce que ces données ont la même valeur? Comment on peut les valoriser, ces données? Est-ce que je suis vraiment propriétaire de toutes ces données? Est-ce qu'il faut que je fasse l'inventaire de toutes les données que j'ai lâchées aujourd'hui au salon de l'agriculture? C'est impossible. Bah non, si. C'est impossible. Alors, nous ce qu'on propose, à la fin de ce rapport, il y a une partie technique sur la manière dont la blockchain pourrait assurer ces transactions de données en flux continu. Et ce qu'on explique, c'est que d'abord, si on crée un droit de propriété, on va voir comment le marché et les nouvelles industries vont se innover pour permettre de résoudre un problème qu'on n'a pas les moyens juridiques aujourd'hui de poser convenablement. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que par exemple, chaque individu ait une sorte de compte de données personnelles lié à un smart contract où il donne toutes les catégories de données et la manière dont il souhaite les utiliser. Par exemple, mes données de santé, moi je les donne pour qu'elles profitent à la recherche. Mes données de géolocalisation, je les garde, je ne veux pas les partager. Mes données de e-commerce, je vais être rémunéré pour ça, mais vous en faites ce que vous voulez, etc. Donc chacun choisit selon la catégorie de data utilisation qu'on peut en faire. Et ensuite, de manière automatique, la technologie aidant, on va voir si c'est possible. En tout cas, certains disent que ça l'est, puisqu'il y a beaucoup de startups qui travaillent aujourd'hui justement sur cette monétisation. Eh bien, en effet, l'ensemble des données dispersées, peut-être pas là dans ce salon, mais enfin en tout cas qui sont des données collectées et traitées par des plateformes, vont produire de la valeur, effectivement. Et une partie de cette valeur, pas tout, puisqu'il est normal que l'agrégateur en prenne une grande partie, parce qu'il fait de la valeur ajoutée, mais une partie de cette valeur, c'est-à-dire celle qui correspond à la matière première, reviendra à l'individu producteur. Ce qu'on demande simplement, c'est que la matière première soit rémunérée. Et quand on dit la data et le pétrole du XXIe siècle, on dit à qui appartient le pétrole. C'est normal que la raffinerie, que Total fasse de l'argent sur le pétrole, mais c'est aussi normal que celui à qui appartient le champ de pétrole touche quelque chose dans cette chaîne de valeur. Et pourquoi on est parti de l'idée que la donnée était gratuite? Parce qu'Amazon l'a aspirée naturellement au départ. La donnée n'est absolument pas gratuite. Google vous donne un certain nombre de services qui ont une valeur marchande. Oui, mais c'est du troc. Non, mais c'est du troc, mais ça pourrait être monétisé. C'est-à-dire qu'on pourrait estimer aujourd'hui que Gmail, à une époque, le mail était payant. À une époque, les maps étaient payantes. C'est devenu gratuit parce qu'on a accepté un deal qui est effectivement un jeu de dupes. Voilà, qui est de dire j'accepte d'avoir un email gratuit parce qu'on aime bien en fait les buffets gratuits, hein, on aime bien ça, on aime bien les buffets à volonté. Aussi. Voilà, ici aussi. Et donc on se dit il y a un buffet à volonté, en échange je vais donner mes données, je ne suis pas très regardant là-dessus. Puis au bout d'un moment, 15 ans après, on se réveille, on se dit zut, on s'est fait dépouiller, c'est trop tard, on s'est fait intégralement dépouiller. Voilà. Mais ça, à la rigueur, je dis c'est normal parce que comme c'est une nouvelle industrie,
au début, les données elles sont considérées comme rest null use, c'est-à-dire bon, c'est des corsaires qui s'emparent d'un champ complètement nouveau, qui n'est pas régulé. Et c'était pareil pour le droit d'auteur. Combien de livres ont été écrits et ont été répliqués avant qu'il y ait un droit d'auteur sur les livres. Mais c'est aussi normal qu'à un moment donné, on en prenne conscience et qu'on dise, bon, bah, maintenant, le free lunch, c'est fini. Et on se rend compte que finalement, sur certaines plateformes, les données qu'on leur donne sont largement supérieures à la valeur du service gratuit qu'ils nous donnent. Parce que justement, dans cette, vous dites qu'il y a déjà une transaction parce qu'on clique des terms and conditions et qu'on bénéficie des services. Mais cette transaction, elle est très basique, elle est très pauvre, c'est juste du troc. C'est-à-dire, c'est pas mesuré. C'est que vous produisiez beaucoup pour Facebook ou très peu, vous recevez la même chose, c'est-à-dire l'accès aux services. Les revenus, c'est qu'on peut l'affiner en créant un véritable marché avec du coup des transactions en crédit et en débit qui fait que chaque donnée peut prendre sa propre valeur aussi. Le problème que je vois, c'est que les revenus par utilisateur de Google représenteraient grosso modo ce qu'on serait capable de payer pour leurs produits. Mais pas ça, beaucoup plus. Mais on ne sait pas. Pas beaucoup plus. Il faut Non. l'évaluer. C'est $100 à peu près, hein, 150 $ de revenus par utilisateur par an. C'est à peu près la valeur marchande que pourrait avoir un outil de mail comme Gmail, des outils de map comme Map, etc. Le problème n'est pas spécialement, à mon avis, dans la rémunération des données. Le problème, c'est dans l'addiction qu'on a des services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est complètement prisonnier de ces services et qu'il est extrêmement difficile de faire marche arrière. Pourquoi on est prisonnier de ces services ? Si je peux me permettre, c'est parce que les algorithmes et donc le traitement de la donnée qui est sous-jacent aux données est extraordinairement puissant. Et donc, en fait, le vrai danger qu'il y a sur ce marché-là n'est pas spécialement de rémunérer le producteur. Le producteur va être rémunéré à peu près à la valeur marchande qu'on pourrait avoir. C'est pas ça. C'est que c'est un problème de concurrence monopolistique. Alors, et aujourd'hui, le problème qu'on a en Europe, à mon avis, il est très clair. On veut protéger les données et on a raison. On ne partage pas les données, on n'investit pas sur les algorithmes et on a tort. Parce qu'aujourd'hui, l'investissement sur l'intelligence artificielle, etc., ça se fait pas chez nous. Pourquoi ça se fait pas chez nous ? Parce que notre première priorité, c'est de protéger les données. Ce n'est pas d'investir sur le traitement des données. En gros, on va payer le grain et les meuniers seront américains et chinois. Donc toute la valeur ajoutée du traitement de la donnée, toute la valeur ajoutée de la traitement de la donnée, elle ne sera pas chez nous. Gaspard. Alors, d'abord, non mais c'est très clair et c'est effectivement des questions auxquelles on est habitué à répondre d'une certaine manière. D'abord, sur la valeur de la donnée, la vérité c'est qu'on ne sait pas, parce que c'est plus compliqué que ça. Il n'y a pas d'études sérieuses qui ont été menées. Donc nous, on fait un deuxième volet de notre travail avec un chercheur de la Toulouse School of Economics en prenant des données, justement, pour le coup, de grandes plateformes américaines pour essayer d'évaluer précisément combien ça peut rapporter. Parce que sur des données de santé aux États-Unis, c'est pas 100 € par an, ça peut être 5 000 $ par mois. Donc il y a un spectre, je ne vais pas développer ça, mais il y a un spectre très large et les études n'ont pas encore été affinées parce qu'il y a des flux de données aussi tellement rapides que vous pouvez avoir des centaines ou des milliers de transactions par jour et que même si votre donnée vaut 0,0001 centime, à la fin du mois, ça peut faire une petite somme. Et ça, justement, c'est ce qu'on va essayer d'évaluer. Pour le moment, on peut dire c'est trop peu, on ne sait pas. Voilà. Deuxièmement, sur les aspects monopolistiques, je suis bien d'accord qu'il y a un problème. Mais d'abord, je fais relativement confiance aux autorités d'antitrust aujourd'hui. Je pense qu'elles sont bien armées, comme on l'a vu d'ailleurs avec Google, comme on l'a vu d'ailleurs sur des cas précédents dans les années 90. Donc l'antitrust fait son travail. Et je pense que précisément, redonner la propriété des données aux utilisateurs permet d'ouvrir le champ de la compétition. Parce que du coup, vous avez d'autres modèles, d'autres plateformes qui peuvent se lancer en disant « moi, je les achète plus, moi, je les achète pas, moi, je les achète différemment ». Et du coup, l'utilisateur récupère sa donnée, prend conscience qu'il en est propriétaire et donc peut la distribuer de manière beaucoup plus large dans le spectre des services qui peuvent lui être offerts. Donc, du coup, je pense que c'est plutôt si vous avez des services qui ont 5 ans d'avance, après, vous allez donner les données. Qu'est-ce que ça change que vous soyez... Mais ça, c'est pareil. C'est pareil sur les grains. Votre débat est intéressant et bon, intellectuellement, c'est vrai que c'est assez plaisant de dire tiens, finalement, est-ce qu'on pourrait tirer un complément de revenus de la collecte de ces données ? Nous, se protéger. Nous, l'analyse qu'on a faite, c'est que ce combat-là était perdu. La donnée, chaque agriculteur aujourd'hui signe quasi, allez, je ne vais pas dire quotidiennement, mais hebdomadairement, un contrat dans lequel, assez naturel, il concède l'utilisation de sa donnée. Donc, ce qu'on veut surtout protéger, c'est le fait qu'il puisse à tout moment, parce que s'il la vendait, l'acheteur en face, il pourrait dire je l'achète et maintenant elle est à moi. Donc tu ne peux plus la donner à personne d'autre. Et nous, on a fait le pari à la FNSEA qu'il valait mieux pouvoir ouvrir le champ des possibles en permettant à l'agriculteur de donner plusieurs fois ses propres données pour avoir justement une compétition entre les personnes qui reprennent cette donnée pour lui apporter des services et que ces services-là aillent plutôt à la baisse pour l'aider quotidiennement à la décision. Dans notre contrat de solution, on sait aussi que ça passera par des outils d'aide à la décision, par l'installation de capteurs dans les exploitations. Tout ça, si on verrouille trop la donnée, les gens vont dire « Attendez, on vous met en place des solutions. Si demain vous nous fermez le robinet d'eau, ça va être fini. » Donc on a fait plutôt le pari de dire « Protégeons les gens qui utilisent la donnée
évitons qu'aujourd'hui un opérateur français se vende demain justement à un Chinois et amène avec toute la donnée de l'agriculteur, qu'au moins il puisse se dire, moi je ne veux pas que ça parte en Chine, j'avais bien spécifié que ça devait rester français, je reprends l'utilisation de ma donnée, plutôt que de rentrer dans ce débat-là qui nous semble aujourd'hui un peu ubuesque et perdu d'avance. Gaspard. Bon, d'abord, la propriété, c'est pas seulement la monétisation, c'est aussi la monétisation, mais comme je disais, c'est la possibilité de contester devant même les tribunaux l'usage qui est fait de sa donnée, usus, fructus, abusus. Donc on peut décider de la vendre, on peut décider aussi de ne pas la vendre, de la garder et de payer les services en échange. Donc ça ouvre une palette de possibles pour chacun, c'est pas seulement de la rémunération. Deuxièmement, je pense que ce combat n'est pas perdu, il est en train d'être mené et moi je suis tout à fait frappé de voir, depuis qu'on a lancé ce travail, on reçoit quasiment tous les jours des mails de start-upers qui nous disent « Ah ben c'est marrant, je suis exactement en train de créer une boîte là-dessus, sur la monétisation de la donnée. » Alors aujourd'hui dans une sorte de zone grise du droit, mais j'ai l'impression que la tech est en avance en fait sur ce sujet et que comme souvent la tech va pousser le droit. Et aux États-Unis déjà, il y a plein de boîtes de monétisation de la data. Ça commence à arriver en France en s'immisçant encore une fois dans une sorte de flou juridique. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui progresse et qui est en train d'être fait, indépendamment même du débat théorique qu'on peut avoir. Et enfin, sur l'initiative que vous mentionnez, je pense que là, vous n'êtes pas tellement dans le cadre d'une plateforme classique, vous êtes dans le cadre d'une coopérative. Et donc une coopérative de data, c'est tout aussi légitime qu'une entreprise qui prend de la data et qui rémunère. La coopérative, c'est une des formes d'utilisation possible de la propriété, modèle coopératif ou modèle capitalistique. Donc je pense que c'est parfaitement compatible avec ce que vous venez de dire. Gaspard Koenig, comment vous allez faire? Il va bien falloir décider à un moment de façon réglementaire que la donnée est une propriété pour faire respecter une loi sur la donnée. Les GAFA, Amazon, tout ça, ils ne veulent déjà pas payer leurs impôts en France. Comment ils vont accepter de payer les données? Alors, à quelle échelle il faut la prendre? D'abord, ça dépend des plateformes. Par exemple, ils ont des modèles différents. Facebook est très clairement contre ce genre de dispositif. En revanche, Amazon est beaucoup plus intéressé. Donc, vous avez des gens qui mettent en place tous les gens de la blockchain, tous les gens des monnaies électroniques, tous les gens qui justement utilisent Internet pour décentraliser le pouvoir et pas pour le recentraliser dans les gros GAFA, sont plutôt intéressés par ce qu'on dit. Donc, il y a quand même une variété d'acteurs. Ensuite, sur le débat législatif, d'abord, c'est très simple. Dans le droit, il suffit de rajouter une ligne dans le code de la propriété intellectuelle qui dit que le droit d'auteur s'applique également à la production de data. Alors, évidemment, ça peut être un combat assez long d'arriver à rajouter cette ligne, mais ce que je veux dire, c'est que légalement, c'est assez simple. Et naturellement, ce n'est pas la France qui le fera toute seule dans son coin, mais je pense que ça peut se passer en Europe et que là, l'Europe a un modèle intéressant, parce que c'est tout à fait dans la continuité du RGDP ce qu'on propose. Ce n'est pas quelque chose qui est opposé à la réglementation actuelle. La possibilité d'avoir la disponibilité de sa donnée, comme on appelle ça dans le GDPR, enfin bref, de pouvoir récupérer ces données est une première étape vers la patrimonialité. Et enfin... ça veut dire que dans ce cas-là, celui qui veut récupérer la donnée, s'il l'a vendue, s'il l'a monnayée au départ, ça veut dire qu'il la rachète. Il doit la repayer quand il la rachète. Il peut la louer. Parce que je vois que vous citez beaucoup des acteurs qui, à la limite, apprécieraient de spéculer sur j'achète de la donnée pour les stages de la stock et demain je suis prêt à la revendre plus cher et de me faire de l'argent. Mais comme dans tout c'est justement ce qu'on veut éviter, quoi, cette spéculation sur uniquement du flux de données, sans avoir en face des vrais opérateurs qui apportent des services aux agriculteurs en utilisant la donnée et en apportant justement des outils de la décision. Et comme dans tout marché, il y aura de la régulation, ça ne va pas à l'encontre des droits fondamentaux qui sont posés par la CNIL qui restent valables. Donc je ne peux pas anticiper un modèle qui n'est pas encore né, mais ce que j'aimerais quand même redire, c'est que ce droit de propriété, pour moi, c'est un droit fondamental. Et en fait, ça va nous apparaître aussi légitime demain d'avoir du droit de propriété sur les data, qu'on a un droit de propriété sur son terrain, ou un droit de propriété sur ses livres, ou un droit de propriété sur ses idées. Et ça paraîtra aussi aberrant d'avoir laissé tout ça dans la nature. Alors, je vais prendre une question dans le public. Stéphane Marcel, si vous voulez bien suivre la caméra. Stéphane Marcel, venez ici. Vous êtes justement un des acteurs de la donnée agricole. Je vois que vous suivez le débat de façon très attentive. Gaspard Koenig, donc on a la charte, ça veut dire qu'on partage, et Gaspard Koenig dit non, la donnée c'est une propriété, c'est-à-dire que ça appartient à une personne qui peut patrimonialement le céder, le louer, le prêter, ou le mettre en coopérative, ou le mettre en coopérative. Donner, etc. Quel est votre avis? Je tiens le micro. Je tiens le micro. Mon avis, il est assez clair. La valeur de la donnée, la donnée n'a pas de valeur intrinsèque. Déjà, ça, pour moi, c'est un des fondamentaux. La deuxième chose, c'est que pour moi,
la donnée est propriété de la personne morale. On parle d'agriculture, donc on parle de GAEC, on parle d'exploitation agricole, et que cette propriété fait partie du capital immatériel de l'entreprise. Et donc on est dans le B2B et on est en capacité de mettre en place des contrats entre différents acteurs qui régiront la propriété de données et qui régiront également la création de valeur et le retour que chaque partie peut prétendre autour de l'exploitation de cette donnée. Oui, il est tout à fait en phase avec vous, non? Je suis désolé, mais c'est exactement le discours de Facebook. Ah, Que non, Facebook vous tout. dit la donnée n'a pas de valeur, c'est complètement faux. La donnée a une valeur infinitésimale. Mais je reprends. Mais non, mais je finis parce que je connais cet argument par cœur. Allez-y. Je connais cet argument par cœur. Je reviens à l'exemple du grain de blé. La tonne de blé a un prix parce que le grain de blé a une valeur, même si cette valeur est infinitésimale. Ensuite, bien sûr, le travail de la donnée, l'agrégation de la donnée, c'est ça qui produit de la valeur. Mais néanmoins, cette matière première a une valeur intrinsèque qui est simplement liée au fait. Aujourd'hui, elle n'en a pas précisément parce qu'elle n'est pas patrimoniale. Deuxièmement, vous dites « Ah oui, mais les sociétés vont régler ça en B2B ». Oui, mais c'est bien toute l'arnaque aujourd'hui, si je puis me permettre. C'est que les agrégateurs de données, eux, en ont la propriété parce que ces databases, comme elles sont agrégées, et qu'il y a donc eu un travail de production de valeur mettre sur ces données, sont soumis au droit de la propriété intellectuelle. Ce qui veut dire que Facebook peut ramasser ces databases et les revendre, parce qu'il a fait cliquer sur ses utilisateurs la concession de ces données. Et donc vous voulez organiser un marché entre entreprises, qui va sans doute très bien se passer, en excluant de ce modèle contractuel le producteur primaire. Et pour moi, c'est une injustice fondamentale. C'est que vous organisez un marché d'entreprise sur les dépouilles de nos données, y compris de nos données personnelles. Une conclusion, une phrase juste. Non, mais il faut pas. Déjà, Facebook, c'est un modèle B2C. Donc, il ne faut pas comparer un modèle B2C avec un modèle B2B. Deuxième chose, la donnée n'a pas de valeur intrinsèque, c'est l'intelligence que vous allez mettre sur cette donnée brute c'est comme le qui pétrole. créera de la valeur. C'est les dispositifs des big data, c'est les algorithmes que nous allons développer qui font qu'on crée de la valeur sur la donnée brute et qui va être à un moment renvoyée à celui qui a fourni cette donnée. Voilà, c'est ce que je vous ai dit 100 fois. Je veux dire, le pétrole n'a une valeur qu'on met dans une voiture du pétrole brut, ça ne marche pas. Donc il faut l'affiner, il faut qu'il y ait des raffineries, il faut qu'il y ait des pompes à essence. Et dans tout ce circuit économique, chacun met de la valeur et chacun est rémunéré pour sa valeur. Messieurs, bien normal. on pourra en discuter toute la soirée, mais malheureusement l'émission est terminée. Merci beaucoup. On voit que le sujet, quand même, on est au tout début de la réflexion et ce sera important de revenir sur cette question. Merci à vous de nous avoir suivis depuis le Salon de l'Agriculture.